Alors, nous voilà de retour en France avec François Ier, dont le but, c'est de lutter contre Charles Quint, hein, pour toutes les raisons indiquées précédemment. Et donc, pour cette lutte, à l'un comme à l'autre, il leur faut un allié. Alors, François Ier aura plusieurs alliés, notamment le sultan de l'Empire ottoman, hein, rappelez-vous, qui s'appelle Soliman le Magnifique. Alors, c'est qui a fait grand scandale à l'époque, puisque Soliman le Magnifique, ce sultan n'était pas chrétien. Donc, c'était un scandale que le roi de France s'allie avec un non-chrétien. Mais François Ier a agi par stratégie, puisque l'Empire ottoman touche à l'Est le Saint-Empire romain germanique. Donc, c'était une stratégie. Et il y a un autre allié possible, il s'agit du roi d'Angleterre, Henri VIII d'Angleterre. Alors, cet Henri VIII va soutenir l'un et l'autre, François Ier et Charles Quint, en fonction de ses intérêts. Lui, oui, hein, il va pas, c'est pas gratuit. Hein, il ne soutient pas les deux juste par plaisir ou amitié. Ça ne fonctionne pas comme ça en politique. Alors François Ier lui propose de se rencontrer et ils vont se retrouver à l'entrevue qu'on va appeler le camp du drap d'or. Alors, rappelez-vous, la ville de Calais, en France aujourd'hui, c'est une ville anglaise. Hein, de toutes leurs conquêtes durant la guerre de 100 ans, ils n'ont conservé, les Anglais, que la ville de Calais. Donc, Henri VIII débarque à Calais et va s'installer avec toute sa cour dans un pré, avec des tentes. Et François Ier, dans le même pré pratiquement, enfin un voisin, va lui aussi s'installer avec toute sa cour. Et entre les deux, ce sera à qui rivalisera le plus de splendeur, de beauté. Et donc, on va appeler ça le camp du drap d'or, puisqu'on va dire que les tentes en drap, étaient faites en fil d'or. Et donc, je vous propose l'image du document 25. Donc, vous voyez des tentes, et ce qui semblerait être des châteaux. Mais ce ne sont pas des châteaux. C'est pas en pierre, c'est en toile. Alors, il y a en bois des piliers, etc., de quoi tenir la toile, des tentes, mais c'est en toile, c'est provisoire, ce n'est pas en pierre. Donc, ça vous laisse quand même une idée de ce que ça a pu être, avec des fontaines de vin. Hein, et tous arrivent avec leurs plus beaux habits, leurs plus beaux chevaux, les reines évidemment, les princesses. Là c'est pas l'armée, hein, on se rencontre pas pour une bataille, on se rencontre pour s'allier. Et donc il y aura des concerts, des banquets, des spectacles, etc. Alors vous voyez Henri VIII sur son cheval, c'est le plus grand, hein, celui qu'on voit le mieux, parce que c'est une commande anglaise, hein, d'accord, ça a été fait par le roi d'Angleterre, enfin ce tableau a été demandé par le roi d'Angleterre, donc on voit plus le roi d'Angleterre que le roi de France, c'est logique. Alors tout cet étalage de luxe, au final, ne servira à rien. Voilà. Après ils rentrent, et ils avaient signé un traité en disant on est alliés, mais au bout de même pas quelques mois, c'est annulé. Parce qu'Henri VIII, il se sent plus proche de Charles Quint, puisque Charles Quint, c'est son neveu par alliance. En effet, Henri VIII est marié à une princesse espagnole qui est la propre sœur de la mère de Charles Quint. C'est aussi une fille de Ferdinand et d'Isabelle d'Espagne. Donc, par raison familiale, Henri VIII se sent plus proche de Charles Quint. Donc, ça n'arrange pas du tout François Ier. Et la lutte continue entre les deux, entre Charles Quint et François Ier, et pour ne rien arranger chez François Ier, son connétable, c'est-à-dire le chef de son armée, hein, rappelez-vous du Guesclin qui avait été fait connétable, il y en a eu d'autres pendant la guerre de 100 ans, etc. Donc là, le connétable actuel, donc c'est quand même
une des personnes les plus puissantes de France après le roi, puisque c'est lui qui commande l'armée du roi. C'est un prince qui s'appelle Charles de Bourbon. C'est un Bourbon, et les Bourbons, ce sont des cousins du roi. Hein, d'accord, il y a les Capétiens, il y a les Capétiens, il y a eu les Valois, c'est la branche régnante, et il y a d'autres cousins, les Bourbons. Et donc ce Charles de Bourbon, cousin du roi, éloigné, hein, très éloigné, mais enfin il est quand même c'est quand même, on appelle ça un prince du sang, hein, tous les cousins du roi, tous ceux qui sont issus de Saint-Louis, de Louis IX, tous les princes, les hommes, hein, évidemment, les femmes ça compte pas, on les appelle des princes du sang. Donc ce connétable était un prince du sang. Et il s'est disputé avec François Ier, il s'était disputé avec Louise de Savoie, la mère de François Ier, et donc il est parti, il a claqué la porte, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'en fait il est parti et il a rejoint Charles Quint. Donc là, c'est une trahison absolue. Le deuxième homme le plus puissant de France, après le roi, rejoint Charles Quint, le chef de l'armée en plus, vous imaginez. Alors, le 28 octobre 1524, Charles Quint et François Ier et le connétable, enfin je crois qu'il n'était pas là à ce moment-là, se retrouvent en Italie une fois de plus, près de Milan, évidemment, puisque c'était quand même leur objectif à l'un et l'autre, hein. Chacun voulait conquérir Milan. Ils se retrouvent à Pavie, donc une ville près de Milan. Et bataille, et François Ier perd. Et il perd tellement qu'il est prisonnier de Charles Quint. Alors c'est déjà arrivé que des rois soient prisonniers, hein. Rappelez-vous Jean II, le bon. Sauf que les conditions ne seront pas du tout les mêmes, hein. Charles Quint ne va pas installer François Ier dans un palais en Espagne. C'est pas, non, ça va pas être ça. Alors, ce sera pas non plus un cachot avec de la paille, hein, quand même. Il a de quoi manger et il est quand même, voilà, c'est quand même un roi quand même. Mais ce sera pas du tout le luxe. Et donc François Ier est envoyé à Madrid en Espagne et il est obligé de signer un traité, le traité de Madrid, pour être libéré. Il n'a pas le choix. Alors pendant ce temps-là, c'est Louise de Savoie, sa mère, qui gouverne la France, qui est régente en attendant que son fils revienne. Donc elle s'occupe du pays, de la France, et elle fait tout pour libérer son fils. Alors, évidemment, elle veut que son fils rentre en France. Et donc François Ier signe ce traité, contraint et forcé, hein, puisqu'il est prisonnier, qui donne donc le Milanais à Charles Quint, et là, Quint veut récupérer la partie bourguignonne qui est restée en France, évidemment, parce que il considère que c'est le berceau de sa famille, hein, c'est de là dont lui et sa famille sont originaires de la Bourgogne, donc il veut récupérer le duché de Bourgogne, donc François Ier offre aussi la Bourgogne, et il promet aussi une très forte rançon, évidemment, hein, ça, c'est payant, hein. Un roi prisonnier, ça signifie une forte rançon, et il promet aussi, puisque Claude est morte, d'épouser Éléonore, la sœur de Charles Quint. Ok, donc François Ier, en signant ça, peut être libéré, mais il faut être sûr que le traité soit respecté. Donc François Ier est échangé contre ses fils. François, le dauphin François, Henri, donc 8 ans et 7 ans, et le petit dernier, Charles, il a 4 ans, on se dit non, lui il est trop petit, Louise de Savoie, la grand-mère, elle dit non, lui il part pas, c'est pas possible, il a 4 ans. Mais les deux autres, hein, qui ont 8 ans et 7 ans, donc c'est quand même, ils sont très jeunes, partent en Espagne, échanger contre leur père, pour être sûr que François Ier respecte le traité. Et la princesse espagnole, Éléonore, qui est promise à François Ier en tant que future reine, reste aussi en Espagne et pourra aller en France une fois le traité validé. Mais François Ier, quand il rentre en France, il annule le traité. Alors, il sacrifie ses fils. Il sait ce qu'il fait. Hein. Il annule le traité parce que il considère qu'il n'a signé contraint et forcé, donc ce n'est pas valable.
il a juré, certes, il a juré devant la croix de Jésus, etc., des chrétiens, en Espagne, hein, parce qu'évidemment Charles Quint voulait être sûr que ce soit respecté, mais en fait il a menti, mais il ne pouvait pas faire autrement, il n'allait pas dire je refuse au risque de se faire tuer ou ne jamais revenir en France, et une fois revenu en France, il dit non, j'ai peut-être menti, mais je ne pouvais pas faire autrement, et surtout il a laissé ses fils. Alors, les pauvres garçons, les pauvres petits princes, ça va être encore pire que pour leur père, parce qu'une fois que François Ier a dit non, je ne respecte pas le traité, évidemment, ça va être moins drôle encore que pour eux. Hein. Ils auront encore moins de liberté que précédemment. C'était déjà pas drôle, mais là, voilà. Donc ils sont très tristes. Hein. Alors ils ont 1 ou 2 serviteurs français qui sont restés avec eux. On n'allait pas laisser quand même 2 petits princes tout seuls sans serviteurs français. Enfin, il reste plus grand monde avec eux. Et donc les Charles Quint et François Ier continuent à se faire la guerre. Évidemment, tant pis pour les enfants. Et à un moment, il faut trouver une solution. C'est pas possible, on ne peut pas laisser les enfants comme ça, on ne peut pas continuer les guerres indéfiniment, ça sert à rien, on n'arrivera jamais à trouver une solution. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Louise de Savoie et Marguerite de Habsbourg, donc la petite fiancée de Charles VIII, hein, qu'il avait renvoyée pour épouser Anne de Bretagne à la place, qui est la tante de Charles Quint. Et c'est elle qui l'a élevé parce que la mère de Charles Quint a eu des problèmes de santé et qui fait qu'elle n'a pas pu s'occuper de ses enfants. Cette Marguerite qui vit en Belgique et Louise de Savoie, donc la mère de François Ier, la grand-mère des petits princes prisonniers, se retrouve dans la ville de Cambrai, au nord de la France, en Flandre aujourd'hui, hein, enfin qui était en Flandre, c'est en France aujourd'hui, pour trouver une paix. Et on va appeler ça la paix des dames. Donc c'est 2 vieilles dames, hein, toutes les deux, hein, elles sont grand-mères. Vous les avez au document 26. Donc celle qui a la coiffe noire, c'est Louise de Savoie, et celle qui a la guimpe blanche, c'est Marguerite de Habsbourg. Et donc elles vont plus ou moins obliger François Ier et Charles Quint à accepter leur traité. Et donc François Ier épouse toujours Éléonore. Il va payer 2 millions d'écus d'or, c'est énorme, pour retrouver ses fils. Il peut garder la Bourgogne, mais il perd tous ses droits sur le Milanais. Et les Flandres, évidemment, parce que